Par cet amendement, nous proposons de redonner le droit à chacun en formation initiale et continue de s'inscrire dans la filière de son choix. Parcoursup mène une sélection qui touche de plus en plus de monde et quand on regarde la sociologie des étudiants touchés, c'est assez interpellant et ça devrait nous faire réfléchir aussi. L'accès en master, lui, comme on le disait, est un parcours du combattant. Selon l'UNEF, ça a été rappelé plusieurs fois, 9000 étudiants sont à ce jour sans affectation et les cours ont déjà commencé. Donc même pour ceux qui ont entamé des procédures et qui auront la chance de trouver quelque chose, ça accroît évidemment les difficultés, sans compter que pendant ce temps, le tic-tac tourne, on peut perdre son logement au Crous, etc. Donc ce qui amène beaucoup d'étudiants à faire des choix par défaut. Je crois qu'il faut arrêter cette politique de sélection qui va à l'encontre de l'accès à l'éducation pour tous et qui renforce le déterminisme social. Et ce n'est pas un petit sujet. Il faut revenir à une conception de l'éducation républicaine, ouverte à tous, qui permet à chacun de sortir de sa condition, quel que soit l'endroit où on soit né, et qui faisait la grandeur de la France. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, vous savez que je partage complètement cette idée que nous devons accompagner chaque jeune vers la réussite et lui permettre de donner le meilleur de lui-même. Mais je ne sais pas à quoi vous voulez revenir. Est-ce que vous voulez revenir au tirage au sort? Est-ce que vous voulez revenir à l'entrée en master sélectif? Est-ce que vous voulez revenir à la sélection qui s'opérait entre le M1 et le M2, laissant des dizaines de milliers d'étudiants sans aucun diplôme, puisque ayant démarré leur master, mais étant sélectionnés entre le M1 et le M2. Voilà, vraiment, je crois que c'est un tort de penser que c'était mieux avant. Je vous assure que les choses progressent et qu'elles vont toujours dans le sens de plus de démocratisation et surtout d'une offre de formation qui corresponde aux attentes et aux capacités des étudiants. C'est comme ça qu'ils ne perdent pas confiance en eux. Vous voyez, on peut tous rêver ici d'être footballeur professionnel ou danseur étoile, mais il y a un moment, il faut juste se rendre compte de ce qu'on est capable de faire. Je crois que c'est important d'accompagner les jeunes, chaque jeune, vers le meilleur de ce qu'il peut donner et de ce qu'il peut recevoir. Oui, je crois qu'il faut tout simplement partir des besoins. Voilà. Quels sont le nombre de jeunes après le bac qui veulent continuer les études? Et donc, il faut donner des places en tant que de besoin, ce qui n'est pas le cas actuellement. Quant à la réussite des jeunes, si les jeunes vont vers l'échec dans une filière, ils sont parfaitement capables de s'en rendre compte, mais aussi des fois on organise cet échec. On organise cet échec quand on n'est pas à la hauteur, quand les bourses ne sont pas suffisantes, quand 46% des étudiants sont obligés de travailler en parallèle, quand certains vivent dans leur voiture, quand certains vivent dans des squats, forcément les conditions pour étudier ne sont pas les meilleures. Et je crois que si on veut donner un avenir à notre jeunesse, il faut partir de là, il faut partir des besoins et se dire oui, les besoins sont énormes. Est-ce qu'on y met la priorité? Est-ce que pour nous, on se donne les moyens de les amener à la réussite individuellement et collectivement ou pas? Mais pas de continuer à gérer la misère comme on le fait actuellement. Je vous remercie. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Par cet amendement, nous proposons de mettre en œuvre un plan de titularisation de tous les précaires de l'enseignement supérieur et de la recherche qui exercent sur des fonctions pérennes. En effet, selon les estimations des syndicats et collectifs, la France comptait 23 618 enseignants-chercheurs non permanents, 19 900 agents contractuels, hors enseignants employés dans les missions permanentes. Il y avait également 5 116 chercheurs non permanents et 11 774 ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation, IRTF, contractuels sur des missions permanentes. Je crois que la logique est simple. Si ces emplois sont exercés sur des fonctions qui pourraient être pérennes, alors il n'y a aucune raison pour que ces gens ne soient pas titularisés. Je vous remercie. Oui, merci Madame la Présidente. Alors sur la partie des postes, les 15 000 postes qui sont prévus hors plafond dans la loi de programmation de la recherche, une large part d'entre eux, plus de 11 000, et sur des projets de recherche qui sont aujourd'hui en CDD, et qui n'occupent donc pas des fonctions permanentes, mais ce qui oblige les laboratoires à se séparer parfois de talents. C'est tout l'objet des CDI de mission, afin de permettre à ces laboratoires de ne pas s'en séparer lorsqu'ils peuvent être redéployés sur des projets nouveaux qui font l'objet de financements nouveaux. Par ailleurs, les contractuels, eh bien, il y en a de beaucoup de sortes. Il y a des doctorants et des ATER qui n'ont pas
vous le comprenez, vocation à occuper des fonctions permanentes puisqu'ils sont encore dans une logique de formation. Et puis, il y a des professeurs, des maîtres de conférences invités qui sont là pour quelques semaines, quelques mois, et il n'y a pas lieu non plus d'envisager leur titularisation. Donc, ça sera un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Par cet amendement, nous souhaitons augmenter la rémunération des vacataires qui exercent dans l'enseignement supérieur. Les vacataires ne bénéficient en effet pas de la prise en charge partielle des frais de transport ni des droits sociaux associés au paiement des cotisations sociales. Et ils doivent bien sûr faire face à une grande précarité, ce qui n'est pas acceptable. La Confédération des jeunes chercheurs estime à plus de 17 000 le nombre d'enseignants vacataires qui réalisent plus de 96 heures équivalent TD par année universitaire, soit au moins la moitié du service enseignement d'un maître de conférence ou d'un professeur des universités, en étant rémunérés sous le SMIC horaire. Et je crois qu'il est temps de faire quelque chose pour qu'ils puissent vivre décemment. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Mais écoutez, c'est la même argumentation que l'amendement précédent. Je pense que l'effort visant à mensualiser les vacations est quelque chose de très important à envisager dans le très court terme. Et encore une fois, les vacataires représentent un monde extrêmement diversifié avec beaucoup d'intervenants professionnels qui ont par ailleurs des statuts publics ou privés et qui apportent leur pierre, leur connaissance, leur expertise à nos cursus universitaires. Donc, avis défavorable. Prendre comme excuse, parce que c'est ça, ou comme prétexte, qu'il y ait des gens qui sont vacataires et qui gagnent à côté honorablement leur vie, eh bien on est content pour eux. Mais et les autres? Et les autres? Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse comme ça, on ne leur donne pas un petit coup de pouce pour pouvoir vivre décemment. Si c'est votre façon de voir les choses, franchement, c'est assez désolant. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Merci Madame la Présidente. Par cet amendement, nous souhaitons créer une allocation autonomie pour remédier à la grande précarité dans laquelle sont plongés les étudiants, de plus en plus nombreux. Tout le monde connaît l'enquête de l'UNEF qui estime que le coût de la vie étudiante a augmenté de 3,1%. Certes, vous avez augmenté les bourses de 1,2%, ce qui est un geste appréciable, mais qui ne correspond qu'à 67 € par an pour les bourses les plus élevées. Donc c'est loin évidemment d'être suffisant. On l'a déjà rappelé aussi plusieurs fois lors de nos discussions ici ou en commission, 46% des étudiants sont obligés de travailler pour financer leurs études. Donc je crois qu'il est temps de donner aux étudiants les moyens vraiment d'assumer leurs études décemment. C'est pourquoi nous demandons une allocation d'autonomie d'un montant de 800 € par mois pour les jeunes de 18 à 25 ans pour une durée de 3 ans, sous réserve évidemment d'une formation qualifiante et sous conditions de ressources. Et pour les cursus supérieurs à 3 ans, le système actuel des bourses sera maintenu. Je vous remercie. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, la question de la mise en place d'une allocation d'autonomie, ce n'est pas un petit sujet et il ne me paraît pas pertinent qu'un amendement en PLF soit le bon véhicule pour l'appréhender. D'autant que son financement pose ici question car elle se traduirait, si j'ai bien compris votre exposé des motifs, par une suppression de toutes les bourses d'enseignement supérieur. Il y aurait donc des gagnants et des perdants, ce qui mériterait beaucoup de travail sur son impact positif et négatif. Donc, il ne m'apparaît pas prioritaire aujourd'hui de déstabiliser tout notre système d'aide sociale en ce moment, mais bien de prioriser les actions sur la revalorisation des bourses, la prise en compte de ressources plus contemporaines pour leur calcul, le gel des loyers, le ticket restaurant à 1 € ou encore le renforcement des garanties d'État pour les prêts étudiants. Sans oublier, bien évidemment, les mesures qui ont été annoncées exceptionnelles à la fin du mois pour les 740 000 étudiants boursiers. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Merci Madame la Présidente. Par cet amendement, nous proposons de recruter des assistants sociaux au sein des Crous. Une enquête de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, qui a mené une étude en collaboration avec l'Ipsos sur les conséquences de la crise sanitaire sur les jeunes de 18 à 25 ans, révèle que 35% des 18-25 ans, soit plus d'un tiers, a renoncé à se soigner au cours des 3 derniers mois. 42% des 18-25 ans ont évoqué des difficultés à payer des actes médicaux ou des médicaments au cours des 3 derniers mois et 73% déclarent avoir été affectés au niveau psychologique.
Donc on voit bien que ce n'est pas, comme il nous a été dit en commission, parce que les jeunes sont insouciants qu'ils renoncent aux soins, mais qu'il y a des causes beaucoup plus matérielles et assez terribles. Un assistant social pour 5000 étudiants, en Allemagne, la situation est bien différente chez nous, où il n'y a qu'un assistant social pour 12 000 étudiants. Donc, ce que nous proposons, en fait, c'est très simple, c'est de recruter des accompagnants pour atteindre un assistant social pour 7000 étudiants. Alors ce chiffre, il ne vient pas comme ça du désert, et le coût de cette mesure a été chiffré à 7,5 millions d'euros. Donc vous voyez que c'est un effort que nous sommes tout à fait en capacité de fournir. Ce chiffre a été estimé lors de la mission Flash sur le financement des Crous, dans le contexte de l'épidémie de coronavirus présentée devant la Commission des affaires culturelles par Madame Fabienne Colbock et moi-même. Nous avons auditionné beaucoup de personnel des Crous, et les accompagnants nous ont dit qu'ils avaient conscience de ne pas être assez nombreux. Ils déploraient une perte de sens aussi de leur métier qui les affectait parce qu'ils n'étaient pas en capacité d'aider correctement les étudiants. Donc, je crois qu'il faut aider les Crous en recrutant davantage d'assistants sociaux pour qu'ils puissent eux-mêmes mieux gérer les étudiants, mieux les prendre en charge. Voilà, merci. Oui, merci Madame la Présidente. Alors sur cette question extrêmement importante de la santé des étudiants, l'un des objets clés de la création de la contribution vie étudiante et de campus, c'était de favoriser des actions en faveur bien sûr de la vie associative, du sport, mais aussi de la santé sur les campus. Et d'ailleurs, les choses commencent à monter en puissance puisque 26 maisons pluridisciplinaires de santé ont été créées, qu'elles permettent en fait un accès aux professionnels de santé sur nos campus et bien évidemment sans aucune avance. Et je pense qu'il s'agit là d'un progrès et que ce progrès-là va se poursuivre. Donc avis défavorable. Je crois que vous ne prenez pas bien la mesure de la situation des étudiants. Et ça va un jour malheureusement mal se terminer parce que beaucoup sont amenés à des gestes désespérés, eux ou parfois même leurs parents. Et je crois que cet effort qu'on demande de 7,5 millions d'euros, franchement, ce n'est pas grand-chose et nous pouvons le faire. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.